Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Ah Monsieur Mbelou, bon, ça fait un moment qu'on ne sait plus, qu'on n'a plus fait d'enregistrement. Bon, voilà que l'occasion se présente. On va pouvoir échanger sur la célébration du 30 juin qui est passée. Monsieur Mbelou, plusieurs personnes, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, les réseaux sociaux congolais, ils ont écrit par rapport à cette date et certains parlent carrément d'une désillusion, hein, 57 ans après. Partagez-vous cette lecture? Vous savez, il y a une façon de lire ce qui est arrivé à notre pays 55 ans après et 57 ans après différemment. C'est vrai que notre indépendance a été beaucoup plus formelle que politique et économique, mais nous avons quand même pu connaître un temps d'un grand apprentissage. Hein. Vous savez, quand nous lisons certains textes qui ont été publiés autour de notre 57e anniversaire d'indépendance, il y a eu plusieurs références faites au Premier ministre congolais, Emery Patrice Lumumba. Aujourd'hui, nous disons que le Congo indépendant n'a pas pu avoir le temps de pouvoir s'exprimer. C'est, dans une certaine mesure, une désillusion, mais une désillusion qui nous incite à pouvoir relire posément cette histoire pour pouvoir en relever les causes lointaines, les causes historiques, afin de pouvoir nous faciliter la tâche dans la refondation de l'État congolais. Mais monsieur l'événement en lui-même, hein, la date du 30 juin, est-ce qu'il peut constituer un motif de fierté pour les Congolais lorsqu'on observe les conditions de vie actuelles qui sont extrêmement difficiles, hein, et certains affirment même, disent même que voilà, hier, colonisés par les Belges et aujourd'hui les Congolais sont clochardisés par leurs propres dirigeants. Une date qui inspire quand même une certaine fierté. Pourquoi? N'oublions pas que cette date-là a été arrachée par la lutte. C'est cela qui peut faire que nous en soyons fiers. Cette indépendance n'a pas été accordée de gaieté de cœur. Elle a été arrachée par la lutte. Et c'est là la grande leçon que nous pouvons en tirer. Rien, mais rien dans ce monde violent, hostile et cupide ne peut être offert sur un plateau doré. Donc, cette leçon-là, à mon humble avis, fait que nous puissions être fiers de cette date. Elle nous apprend peut-être que nous n'avons pas encore suffisamment lutté pour pouvoir reconquérir notre réelle indépendance. Oui, mais est-ce que étions-nous préparés à l'époque, hein, pour est-ce que ce n'était pas, on a vu, hein, les dirigeants de l'époque, il y avait une certaine impréparation et pour la plupart, ils n'avaient tous que l'envie peut-être d'occuper la maison du blanc, voilà. Oui, vous savez, je vais peut-être vous étonner. Pendant tout un temps, j'ai eu à peu près une même approche là autour de l'impréparation. Mais de plus en plus, je commence à me poser cette question-ci. S'agissait-il réellement de l'impréparation ou du non-respect de la charte de l'ONU? Monsieur Etienne Nandou, la charte de l'ONU qui a été signée par tous les pays en 1948 garantissait notre souveraineté nationale, notre égale souveraineté avec les autres pays, mais aussi des rapports
de respect mutuel et de réciprocité entre notre pays souverain en 60 et les autres pays qui l'étaient avant nous. Mais le droit international a été violé quand l'indépendance n'a pas pu être respectée et quand notre Premier ministre a été assassiné. Si le droit international avait été respecté à ce moment-là, Lumumba ne serait pas assassiné, son gouvernement n'aurait pas pu être renversé. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir prouver à la face du monde que nous n'avons pas été bien préparés. Donc, on aurait vu... Oui, s'il vous plaît. Allez-y. On aurait pu voir, si Lumumba avait été aux affaires pendant au moins un mandat avec son gouvernement, on aurait pu juger de cette impréparation. Mais on parle de l'impréparation après qu'on ait assassiné notre Premier ministre. Pourquoi est-ce que nous ne lisons pas la chose autrement? Pourquoi le Congo ayant été reconnu comme un pays indépendant n'a pas pu jouir de son indépendance alors que cela est une prérogative du droit reconnu par la charte de l'ONU. Mais M. Mbelou, en parlant de la classe politique de l'époque, dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance, elle n'a pas tardé à afficher ouvertement ses divisions. Oui, mais les divisions ne signifient absolument rien. Regardez, quand vous relisez par exemple la critique de Frantz Fanon à l'endroit de Lumumba, quand il a fait appel à l'ONU pour intervenir dans ces divisions-là, vous vous rendez compte que les grandes puissances qui avaient déjà décidé de pouvoir balkaniser le Congo agissaient par leur proxy interposé déjà à ce moment-là. Donc, quand nous avons accédé à notre indépendance en 1960, il y a eu des compatriotes qui ont été appelés au Congo-Brazza par les forces de la mort pour pouvoir étouffer cette indépendance dans l'œuf. Je ne dis pas cela pour pouvoir exonérer la responsabilité de nos compatriotes. Je voudrais simplement vous dire ceci. Cette indépendance n'a pas été accordée de gaieté de cœur. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas cela, Lumumba, à ce moment-là, n'était plus n'importe qui. Il avait réussi, du point de vue de la pensée, à rejoindre toute une pensée marxiste qu'il partageait avec ses amis africains, comme les Kwame Nkrumah, comme les Nasser et les autres, mais aussi avec la trilatérale composée des hommes politiques et des intellectuels de l'Amérique latine et de l'Asie. Donc, à ce moment-là, Lumumba venait d'une tricontinentale qui faisait peur au capitalisme ensauvagé et à ses petites mains. Souvent, quand on nous présente l'accession de notre pays à l'indépendance, on tait le contexte politico-intellectuel dans lequel cette indépendance a pu avoir lieu. On nous parle pas suffisamment des contacts, par exemple, de Lumumba avec les membres de la trilatérale dès les années 58, par exemple, et les contacts qui ont été permanents entre Lumumba et les membres de la trilatérale. Donc, oui. Mais M. Mbelou, est-ce qu'il n'avait pas commis une faute en cherchant un affrontement, disons, frontal avec l'Occident, sachant que ça a été perdu? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de chercher un compromis, quitte à attendre que les pays se stabilisent pour gagner un peu plus en cette indépendance, en voulant trop vite
voilà, gagner l'indépendance vis-à-vis des Occidentaux, ne s'est-il pas lui-même condamné à mort? Monsieur Tengando, Monsieur Lumumba n'a pas cherché à gagner trop vite l'indépendance vis-à-vis des Occidentaux. Monsieur Lumumba a gagné les élections. Il a été proclamé Premier ministre à l'issue des élections. Oui, mais M. Mbelou, j'ai dit cela, oui. j'ai dit cela, lorsque les pays accèdent à l'indépendance, oui. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui occupent des grands postes de responsabilité. À l'Union minière, c'était encore des Belges, voilà, tous les grands postes de responsabilité étaient à l'époque occupés par des Belges. Oui. Et en voulant, oui, et en cherchant à aller à cette confrontation, ne prenait-il pas un risque? Mais il est allé à quelle confrontation? Il a fait sa lecture. Vous savez, nous avons... Mais est-ce que cette lecture était-elle réaliste, non, dans le contexte de l'époque? Mais pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le discours que le président ghanéen Sékou Touré tient à peu près vers la même époque à l'endroit de, de la France. Oui, mais j'ai dit ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai suivi une vidéo sur un acteur politique de l'époque, oui. M. Kalonji Moulopoué, et lui avait ses jugements, il avait dit que Lumumba avait été un peu naïf de vouloir aller trop vite à l'affrontement avec lui. Il aurait pu chercher un compromis. Ça, c'est Kalonji Moulopoué qui le dit, hein. Oui, mais Kalonji Moulopoué a été parmi les Congolais manipulés par la métropole. Monsieur Tengando, vous savez que ce qui est arrivé à ce moment-là s'est répété en 2001. Laurent Désiré Kabila a été assassiné vers à peu près la même date. Le problème est récurrent, le problème est permanent. Le problème est le suivant, et nous avons peur de pouvoir le nommer. Le problème est le suivant. Est-ce que un nègre peut affirmer son identité, sa personnalité, sa culture, dans un monde où il est nié, où il est méprisé, où son altérité n'est pas reconnue, où l'avidité, la cupidité et la violence ont élu des domiciles. Donc, si nous n'allons pas jusqu'au fond des questions, quelle est l'approche que le monde a de nous depuis 1885, par exemple? Le problème n'est pas que Lumumba. Le problème, c'est de remonter au partage de l'Afrique en 1885 et de voir quelle a été l'approche de ceux qui ont partagé l'Afrique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils avaient comme perception de l'autre, du nègre. Non, si c'est là que, vous savez, je crois que vous n'avez pas perdu l'habitude. Chaque fois que nous faisons une lecture de ce qui arrive chez nous, j'ai toujours voulu que nous puissions remonter loin dans l'histoire. Si nous nous limitons à un événement précis, à un fait précis, nous risquons de ne pas en comprendre les causes historiques sur le temps long. Mais comprendre les causes historiques ne signifie pas et ne pas reconnaître les responsabilités de l'un ou l'autre compatriote dans ce qui nous est arrivé. Mais est-ce que tout n'est pas une question de rapport de force, hein? Et si ce n'est pas l'Occident qui nous domine, ce sera peut-être la Chine ou l'Inde. Et à l'époque, dans les contextes de l'époque, les rapports de force n'étaient pas favorables à Lumumba et ses amis qui venaient d'accéder à l'indépendance. Oui, mais si les rapports de force n'étaient pas favorables, comment est-ce qu'il a gagné les élections? Non, je veux dire les rapports de force lorsqu'il traitait avec les anciens colonisateurs, parce que eux, bon, on l'a bien compris, hein, pour eux, ils ont affirmé que cette indépendance n'était que nominale, parce que dans les faits, ils pensaient qu'ils allaient encore rester, et au Congo, ils allaient tenir l'économie et le reste. Non, le problème, mon cher frère, le problème est le même depuis ce temps-là jusqu'à ce... C'est-à-dire, c'est vrai, il y avait les masses qui n'étaient pas encore au fait de l'organisation des rapports de force à ce moment-là. Mais il y a un mensonge permanent. C'est
là que nous abordons les questions du point de vue des rapports de force en oubliant qu'il y a un droit, international. Alors si nous disons, ne comptons pas sur le droit international, c'est un mensonge, là je vais dire, effectivement, à ce moment-là, les rapports de force étaient défavorables à l'endroit de Lumumba. Mais les rapports de force ne nous seront jamais favorables. Mais M. Mbelo, parler du droit international, on voit comment ce droit international il est appliqué. Oui, mais alors, c'est toujours les plus forts. Dans un monde, en l'occurrence, les États-Unis qui l'interprètent toujours dans le sens de leurs propres intérêts. Oui, mais alors qu'on n'aille pas parler des rapports de force. Si vous dites, par exemple, que depuis ce temps-là, les plus forts, ceux qui avaient partagé l'Afrique en 1885, ceux qui disent avoir gagné la guerre de 1945, essayent pour leurs intérêts d'inventer tout et n'importe quoi, ils élaborent après coup les théories qui justifient leur violence. N'oubliez pas, j'ai un petit livre là que j'ai déjà cité lors de nos émissions, l'Occident terroriste de Noam Chomsky. Mais Noam Chomsky remonte à 1492 et montre comment cet Occident, à travers les pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres, ne fait que tuer. Donc, les rapports de force peuvent vous être favorables ou pas, mais du moment que leurs intérêts matériels, du moment que leur cupidité, leur instinct de domination préside aux relations avec l'autre, ils vont écraser, ils vont tuer. Donc, et si nous revenons à la question des rapports de force, je dirais, et ceci, Lumumba aurait peut-être attendu que les masses aient été préparées à pouvoir résister contre les impérialistes et les néocolonialistes pour pouvoir tenir un discours affirmant l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Mais ça n'aurait pas eu de sens. Nous vivons dans un monde où vous dites, vous, que vous êtes civilisé, que vous avez édicté des règles qui sont censées être respectées par le monde entier. Moi, je suis chez moi, je suis dans ma maison, et vous venez me dire, dans votre maison, voilà le discours que vous êtes censé tenir. Si vous ne tenez pas ce discours-là, nous allons vous tuer. Et moi, je dis à ma femme, à mes enfants, oui, vous voyez, ce que j'ai eu comme message, nous sommes dans un monde téléguidé de l'extérieur, même notre maison est contrôlée de l'extérieur, donc je suis obligé de ne pas vous dire ce qui est essentiel au progrès de notre famille, à son émancipation culturelle, politique et économique, pour respecter les dictats qui nous viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous devez accepter que le Congo n'est pas un pays indépendant. Oui, M. Mbelo, on le sait, ça c'est le mode opératoire de l'Occident. Mais est-ce que n'aurait-il pas été possible d'aller vers des rapports de type win-win, hein, ou dans lesquels on se retrouverait aussi, mais pour préserver ce que vous dites, hein, les temps que les masses populaires soient éduquées à se prendre en charge et assumer pleinement cette indépendance? Monsieur Etienne Ngando, nous lisons aujourd'hui ce qui est arrivé en 1950 et en 1960 après coup. Mais vous savez, il faut tout le temps replacer tout ça dans un contexte beaucoup plus large. Regardez, je fais allusion à la trilatérale. Quand la trilatérale a réussi à faire des progrès et à pouvoir inculquer une marche à suivre, une idéologie partagée par les intellectuels, les hommes politiques africains, asiatiques et latino-américains de ce temps-là, l'Occident a créé la trilatérale pour contrer les efforts de la tricontinentale. Donc tout ça, on n'a pas tout le temps cela en tête. La trilatérale a été créée et il y a un livre qui a été produit par la trilatérale, La crise de la démocratie. Et la crise de la démocratie traitait de quoi? La crise de la démocratie traitait de l'irruption des masses en politique et du recours à l'école, à l'université et à l'église
pour pouvoir fabriquer des citoyens apathiques. Lumumba aurait procédé autrement. Cela n'aurait été d'aucun secours parce que vers les années où la trilatérale a été fabriquée, le Congo aurait aussi été attaqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne politique à tenir, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des masses qui fassent irruption en politique. Vous parlez du Congo. Mais regardez, la même chose s'est passée à l'endroit de la Russie, par exemple. La Russie a été combattue jusqu'au moment, l'URSS a été combattue pendant plusieurs années jusqu'au moment où elle s'est disloquée en 1989. Vous voyez? Donc c'est le même mode opératoire, c'est-à-dire il y a au nom d'un certain nationalisme, d'un certain un choix divin auquel croient certains peuples, ils estiment qu'ils peuvent gérer les autres peuples, en faire ce qu'ils veulent, du moment qu'il y va de leurs intérêts. Donc, c'est comme dans le loup et l'agneau. Si ce n'était pas Lumumba, ça aurait été une autre personne et on aurait procédé de la même façon. Le problème n'est pas simplement celui des rapports de force, c'est celui de l'approche des autres, de l'autre. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité face à ceux qui estiment que tout ce qui nous appartient, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons leur appartient et de droit? C'est ça le problème. Très bien, M. Mbelo, par rapport à l'appropriation de toutes ces questions, hein, puisque 57 ans viennent de se passer, pensez-vous que de notre côté, nous Congolais, avons-nous une perception assez profonde de cela, puisque je l'ai dit par rapport à l'un de vos derniers textes que vous avez écrit, il est intitulé Valorisation de l'ignorance et de la fausseté au Congo Kinshasa. Et vous concluez en disant que néanmoins l'ignorance, la superficialité et la fausseté semblent avoir atteint des niveaux inimaginables. Est-ce que ce n'est pas un peu sévère? Pensez-vous que toutes ces questions, on ne les a pas approfondies chez nous? Vous savez, le contexte dans lequel j'ai produit ce texte-là, c'était après observation, bien sûr, mais j'ai dû échanger avec beaucoup de compatriotes qui sont passés ici en vacances. Hein, souvent, le contexte n'est pas précisé. Et ils vous disent que le pays est mort. Il y a valorisation de l'ignorance et de la fausseté. Et puis, j'échange avec mes neveux et nièces sur Facebook, presque chaque jour. Mais je vois comment ils réfléchissent et comment ils écrivent, par exemple. Depuis tout un temps, les diplômes sont vendus. Et si vous relisez ce texte-là, vous verrez qu'il y a une fille qui en parle de l'intérieur. J'ai cité un échange qu'elle a eu avec un journaliste là, dans ce texte-là. Elle dit que chez nous, il y a des écoles et des universités sans bibliothèque. Et cela dure. Ça fait des années que ça dure. Et du point de vue de la valorisation de la fausseté, et j'utilise dans ce texte-là une expression, un adage en Chuluba qui dit Chintumbunene, Chijimunda Mwachi Mbisota. Donc, vous avez aujourd'hui de ces compatriotes qui, à force de vouloir cacher leur fausseté, se cachent derrière des titres, derrière des diplômes, mais ça se traduit aussi par le recours aux produits cosmétiques pour brunir. Vous avez une ville qui, comme Kinshasa, qui est la capitale du pays, qui montre suffisamment jusqu'où le pays est tombé. Comment pouvez-vous croire qu'il y ait des hommes et des femmes dignes de ce nom dans une ville aussi sale? Et vous avez des gens, des compatriotes, qui sont assis devant la saleté, qui mangent et qui boivent. Donc il y a quelque chose qui est sérieusement détruit. Donc,
vous me posez la question de savoir s'il n'y a pas excès. C'est possible que j'ai exagéré, mais je vous dis que quand vous partagez avec des compatriotes qui sont sur place et des compatriotes sérieux, ils lancent ce cri d'alarme, ils disent que le pays est foutu. Mais l'exemple de la fausseté, c'est que quelqu'un qui est venu d'ailleurs, et il y a aujourd'hui un député français, un certain Jean-Luc, qui dit c'est que plusieurs compatriotes ne cessent de dire quelqu'un qui a été envoyé chez nous comme un jeune manipulable au service des proxys des anglo-saxons, tout le monde l'applaudit comme étant le chef de l'État, alors que c'est une marionnette, alors que c'est un mercenaire. Vous voyez, il y a là la promotion de la fausseté, il y a là la valorisation de la fausseté, et beaucoup de nos compatriotes qui font la politique aujourd'hui ont acheté leur diplôme, ont acheté des titres, et ils n'arrivent pas à pouvoir tirer le pays du pétrin. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans la fausseté et la superficialité. Oui, mais Mbelo, oui. On a comme l'impression que, en plus de l'inversion des valeurs qu'on constate là-bas, les pays semblent totalement, il a perdu totalement des repères. Hein. On a comme l'impression qu'il fonctionne. Ceux qui viennent de là, ils n'observent pas ce qui se passe ailleurs. Les repères tels qu'on les voit ailleurs, les repères n'existent plus dans ce pays-là. Oui, mais c'est cela le problème. La valorisation de l'ignorance signifie que ceux qui prétendent diriger le pays ont réussi à corrompre les cœurs et les esprits pour les inciter à croire que ce pays-là marche alors qu'il n'en est rien. Il y a comme une certaine volonté de ne pas savoir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir établir ne fût-ce que des petites comparaisons. Ah, donc, et les lieux d'abrutissement ont été créés expressément. Regardez par exemple la danse actuelle de plusieurs de nos orchestres congolais, c'est de la foutaise. Mais quant à dire que tout est pourri, non, je ne dirais pas cela. Si vous lisez attentivement le texte, à un certain moment, j'ai fait allusion aux intellectuels organiques et structurants pour leur dire qu'ils font partie du petit reste qui a beaucoup de travail à faire pour pouvoir participer à la politisation des masses, à l'éveil des masses, à la conscientisation des masses, pour pouvoir participer à un apprentissage en commun avec ces masses, de façon que demain, le pays reparte sur de nouvelles bases. Donc, je ne dirais pas que tout est complètement pourri. Non, il y a le petit reste qui veille, qui travaille. Sinon, ces échanges dont je vous parle n'auraient pas eu lieu. Quand ils viennent en vacances, ils se confient à nous parce que nous travaillons régulièrement ensemble. Donc, nous sommes tombés dans un gouffre sans fond, mais un gouffre qui n'est pas désespérant parce que les fils et les filles du Congo qui sont dignes, qu'on retrouve et au Congo et à travers d'autres pays du monde, sont en train de se remettre petit à petit debout. Vous parlez de ce texte-là, mais il y a un autre dans lequel je parle dernièrement de ces trois jeunes journalistes que je qualifie d'ascètes du provisoire, qui font un travail remarquable en essayant de souligner ce que je suis en train de vous dire. Marc Moukebaï, Daniel Safou et Eliezer Tamboué font un travail remarquable. Ici, vous prenez par exemple le travail que vous-même vous faites, le travail que fait Fabien Kouswanika, les autres Cheikh Fita et les Ambawechi, nous pouvons citer tous ces compatriotes qui, à partir de l'extérieur, sont en train de produire des livres et des textes, des articles de réécriture de l'histoire et qui font un travail formidable. Donc, oui, voilà. Nous sommes maintenant au mois de juillet, donc dans 6 mois, c'est la fin de l'année. Et sérieusement, on se dit que les élections n'auront pas lieu parce qu'on ne voit pas
par où cela va se passer, on a l'impression que les pays vont à volo, hein, puisque la navigation a vu, elle est là et elle continue. Et celui qui sert de chef de l'État, il est là. Dernièrement, il vient encore de faire des nominations dans la police et l'armée. Et je ne vois pas personnellement, ni du côté de l'opposition, ni de ceux qui sont au pouvoir, d'où viendra la lumière pour tirer ces pays vers le haut. Mais monsieur Étienne Ngandou, vous parlez de quel pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir. Comment est-ce que, comment est-ce que vous parlez d'un mercenaire? Je venais de vous dire, il y a eu encore un politologue belge qui a fait allusion, monsieur Dominique Hugues, qui vient d'en parler en des termes très très clairs, qui dit d'où est venu cet homme-là. Et quand vous écoutez Jean-Luc le député français FN au Parlement européen, il est encore très clair. Il dit qui a mis ce monsieur-là et qui cautionne ce qu'il fait là-bas. Donc nous ne pouvons pas... Vous savez, M. Tengando, c'est que le premier grand effort que nous avons à déployer, ce n'est pas de chercher à aller aux élections. Non, c'est inutile. C'est mon point de vue qui est critiquable. Le premier grand effort que nous devons déployer, c'est de bien relire notre histoire. Nous illusionnons en croyant qu'un mercenaire qui a pris le pays en otage avec sa sœur et son frère, qui ont créé 70 sociétés, vont se réveiller un matin et dire ah, tout ça nous laissons au Congo. Non, vous lisez le dernier texte que je viens de vous envoyer sur les deux rapports là de Global Witness et de cet institut de recherche qui est à New York. Et ces deux rapports, surtout le rapport qui vient de New York, émet des réserves sur la possibilité de voir ce monsieur-là partir. Nous avons mal lu l'histoire. Et notre problème, c'est de refuser de corriger, de refuser de reconnaître que nous avons reconduit un mercenaire à un pouvoir os et que nous avons mal lu les élections piège à camp de 2006 et de 2011 et que si nous voulons repartir, nous devons pouvoir abandonner. C'est ça le problème. Comment nous convertir à une autre lecture de l'histoire que la fausse que nous avons faite jusque-là. Comment relire avec nos masses populaires l'histoire du Congo comme ayant été falsifiée expressément par les multinationales, les transnationales et leurs petites mains pour rouler les Congolais dans la farine. C'est cet effort-là. Si nous conjuguons réellement cet effort-là, nous saurons l'insérer dans l'éducation citoyenne, la formation citoyenne dans nos masses populaires. Elles seront réellement réarmées en conscience pour pouvoir faire face. Mais si nous courons vers les élections qui risquent encore une fois d'être des pièges à con, nous allons le regretter parce que les élections ne vont rien arranger. Mais regardez ne fût-ce que les tergiversations de cette fameuse CENI-là. Ce sont des signes qui ne mentent pas, M. Étienne Ngandou. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va y avoir des élections des gouverneurs dans des provinces où les assemblées provinciales sont illégitimes depuis je ne sais combien de temps? On est dans l'illégitimité, on est dans l'illégalité depuis les années 60. Donc nous sommes dans ce que Éric Toussaint appelle un coup d'État permanent. Mais nous ne pensons pas cela, on ne réfléchit pas sur cela. On est dans l'immédiatisme. On voit les élections dans 6 mois, mais les élections peuvent ou ne pas avoir lieu, mais elles ne vont rien, mais absolument rien arranger avec les nègres des services qui sont au pouvoir chez nous. Pour finir, on peut dire que 57 ans après l'indépendance, hein, donc le tableau semble, il est assez sombre, donc on peut clairement parler d'une désillusion. Non, regardez, nous pouvons faire une lecture paradoxale de ce qui nous est arrivé. Vous savez, il y a une prise de conscience terrible chez plusieurs Congolais. L'article dont je vous parle là, de rapport
suffisamment clair sur le Congo-Kinshasa, j'essaie dans cet article-là de relire positivement ce qui nous arrive. Donc, nous avons accumulé tellement de textes qui nous montrent que ce pays-là a une destinée particulière. Pouvez-vous vous imaginer un seul instant un pays qui est pillé depuis 130 ans, mais qui tient encore debout? Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Il n'y a pas de désillusion en tout et pour tout. Il y a un destin, il y a une destinée qui est en train de se créer dans ce pays-là et qui va être portée sérieusement par les dignes fils et les dignes filles de ce pays-là, qui sont en train de se remettre petit à petit debout. Voilà. Au même moment qu'il y a beaucoup d'échecs accumulés, au même moment qu'il y a beaucoup de trahisons, au même moment qu'il y a beaucoup de morts, au même moment qu'il y a un mercenariat permanent et une guerre perpétuelle, au même moment qu'il y a un coup d'État permanent, au même moment, il y a des Congolais et des Congolaises qui commencent à se dire « Ah, maintenant nous comprenons ce qui est en train de nous arriver. » Tout ce que nous avons connu de négatif nous a aidé à pouvoir consolider notre identité. Demain, nous savons que nous pouvons être tués, violentés, nous pouvons être attaqués, on peut chercher à balkaniser notre pays et à nous exterminer parce que tout simplement nous sommes des Congolais et des Congolaises. Ça c'est un motif de fierté. Alors demain nous devrions renforcer, consolider cette identité et nous donner les moyens culturels, les moyens politiques, les moyens sociaux de pouvoir protéger cette identité. Vous savez, plus de 130 ans avec un État criminel au cœur de l'Afrique, nous sommes encore debout. Cela relève du miracle, et ce miracle est congolais. Donc le Congo finira par surprendre le monde. Et je peux être naïf, hein, vous savez, mais j'y crois profondément. J'y crois profondément. Et quand je vois les fils et les filles de mon peuple qui sont en train de se mettre debout, je me dis, c'est vrai, nous avons une destinée particulière, non pas simplement pour nous Congolais, mais pour l'Afrique et pour le monde. Nous serons ce peuple qui a donné toutes ces matières premières au monde pour que le monde puisse s'édifier. Mais nous serons aussi ce peuple qui a subi les humiliations, les ignominies. Nous serons aussi ce peuple qui a été tué, massacré, humilié, parce qu'il est tout simplement congolais. Et c'est une fierté que nous tenions encore debout. Et c'est une fierté que nous puissions, même pas nous, mais nos enfants ou nos arrières, finiront par consolider notre identité et surprendre le monde, parce que le Congo a une destinée particulière. Très bien, merci à vous, M. Mbelou. Merci bien, M. Tenngando. Ah, voilà.